Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débat consacré aujourd'hui à la mobilité, un thème qui n'a cessé d'alimenter les conversations et les polémiques ces dernières années. Et j'imagine que les 6 candidats qui sont avec nous ce soir pour en débattre ne feront pas mentir cette affirmation. Je leur donnerai la parole dans quelques instants, mais avant cela, je vous propose de retrouver Michèle Gaillère, qui était à bord comme d'habitude de notre caravane passive. Elle était installée aujourd'hui à la gare du Nord, un endroit stratégique en matière de mobilité, et c'est là qu'il a pris le pouls des attentes des citoyens. En discutant avec les Bruxellois, on réalise très vite qu'ils ont tous réfléchi et qu'ils assument leur manière de se déplacer dans leur ville. Il y a ceux qui restent accrochés à la voiture, c'est ma liberté, nous dit notamment un chauffeur. Et puis il y a ceux qui ont fait le choix des transports en commun ou de la multimodalité, c'est-à-dire de combiner le vélo, les véhicules partagés et les transports publics. À propos de la STIB, aucun des usagers que nous avons rencontrés ne nous a dit vouloir urgemment qu'on les rende complètement gratuits, ces fameux transports publics. Ils préfèrent qu'il y ait plus de métro et surtout plus de places assises à l'heure de pointe. Et oui, la gratuité, c'est un thème qui agite cette campagne, on en parle beaucoup et ce sera donc la première question que je poserai aux candidats. C'est un tirage au sort qui détermine l'ordre de la première prise de parole. Et c'est vous, Christophe de Beuquelard, qui êtes 4e CDH à la région, qui avez tiré le numéro 1. Le CDH était pionnier dans la gratuité, c'était en 1999 que vous avez proposé ça pour la première fois. Vous étiez tout petit à l'époque. Aujourd'hui, on n'en parle plus dans le programme du CDH. Pourquoi ? Mais ce qu'on propose, nous, c'est de faire une étude, en tout cas, sur la question de la gratuité. Parce que les problèmes de mobilité sont tels à Bruxelles qu'il faut essayer d'avoir des propositions innovantes et essayer de voir de manière décalée, parfois, comment régler la situation. Donc on propose une étude surtout pour voir aussi qui aurait plutôt droit à la gratuité. Donc en effet, les jeunes, les seniors, il y a déjà pas mal de choses qui existent. Et voir s'il y a lieu d'étendre ça. Mais je pense que la totale gratuité, on en est revenu, c'est pas la bonne idée pour développer les métros à Bruxelles, puisque pour les transports en commun, comme vous avez vu, la demande de la population, ce n'est pas ça. C'est principalement la fréquence et la capacité qui est en manque. Alors, Marc Lowenstein, bonsoir. Vous êtes 4e sur la liste défi. Alors, dans votre programme, vous octroyez la gratuité, mais uniquement pour certaines personnes et pour les étudiants jusqu'à la fin de leurs études. Est-ce que vous me faites non de la tête ? Je pense que j'ai quand même lu assez attentivement votre programme. Mais dites-nous, quelle est la version de défi ? Est-ce que vous étendez la gratuité ou pas ? Non, alors la gratuité, elle a un coût. Elle a un coût de plus de 200 millions d'euros. Ça a été évalué par la STIB. Et je pense que si ce n'est pas l'usager du transport public qui paye son transport en commun, ça veut dire que ce sont tous les Bruxellois qui vont devoir payer et nous ne trouvons pas ça juste. Cette gratuité, par ailleurs, elle va faire augmenter la demande de 25% alors que les transports aujourd'hui sont saturés. Donc pour nous, c'est un non-sens. On préfère investir dans les transports publics, dans leur qualité, dans la qualité de l'offre, dans le confort. Et donc notre priorité, elle va au métro, mais on en parlera tout à l'heure. Et vous disiez qu'on défend la gratuité pour certaines catégories. Pour les étudiants jusqu'à la fin de leurs études. On défend l'extension de l'abonnement à 50 € pour à une plus large catégorie d'étudiants, mais pas la gratuité. D'accord, ok. Comme ça, c'est très clair. Isabelle Potier, bonsoir. Vous êtes 8e sur la liste écolo. Là aussi, j'espère que j'ai bien lu le programme. J'ai lu gratuité des transports en commun jusqu'à 25 ans pour les chômeurs et les usagers du CPAS. Pas plus. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc effectivement, la gratuité, ça a déjà été étudié et ça a un coût. Donc Écolo propose un pass moins 25 et un pass plus. Donc le pass moins 25, le principe, c'est la gratuité pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Parce que pour les familles, et j'ai 3 ados, les abonnements scolaires, même s'ils ont beaucoup diminué, ça reste un coût. Et l'idée, c'est d'influencer les comportements futurs. Et puis le pass plus, c'est la gratuité pour les chômeurs et pour les bénéficiaires du CPAS. Très bien, on aura l'occasion de reparler dans un instant. Vincent De Wolf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes 2e sur la liste MR. Et là encore, j'ai bien regardé, j'ai pas vu d'extension de la gratuité. Vous y êtes opposé au MR ?
Mais malheureusement, la gratuité, ça n'existe pas. Je veux dire, les chauffeurs de tram et de bus et de métro, il faut les payer. Quand on achète des rames et des bus, il faut les payer aussi. Et donc, je pense que c'est une illusion que de commencer à raser gratis quand on approche des élections. Et certains partis disent, ben voilà, on va offrir le médecin généraliste gratuit, ou on va offrir les repas gratuits, on va offrir les transports en commun gratuits. Ben, quelqu'un doit le payer. Et pour nous, ben, ceux qui vont payer, c'est évidemment ceux qui travaillent, qu'ils aient des petits revenus ou des moyens revenus ou d'autres revenus. Donc on estime que ça n'est pas raisonnable, d'autant plus qu'il n'y a pas d'études à faire. Parce que moi j'ai bien connu le bourgmestre de Hasselt qui avait rendu les transports en commun totalement gratuits dans sa ville. C'était un SPA. Ça a été un échec. Il n'y a pas eu plus de fréquentation d'usagers. Et à Dunkerque, par exemple, ça a été exactement la même chose. Donc je pense que ça ne sert vraiment à rien de le faire parce que ça ne modifiera pas le comportement des usagers. Ça va mettre encore plus la STIB en difficulté. La STIB a fait des gros efforts, on peut la louer par rapport à ça. Et il y a aujourd'hui, je crois, de mémoire, 41% à peu près du coût qui est payé par les usagers. Donc on est déjà qu'à 4% sur 10. Descendre encore plus bas nous paraît inacceptable. Et je termine en disant que oui, on peut faire des efforts pour les jeunes, oui, pour les personnes âgées et pour les plus démunis, mais une gratuité totale, ça ne se conçoit pas. Alors, Youssef Ndichi, bonsoir. Vous êtes deuxième sur la liste PTB et c'est le parti qui défend donc l'instauration de la gratuité des transports en commun. Quand on vous dit, et c'est souvent une critique qu'on entend, que ça n'entraîne pas un transfert de la voiture vers les transports en commun, que ceux qui utilisent leur voiture continueront à utiliser leur voiture, est-ce que c'est un argument qui vous convainc ? C'est un argument qui revient souvent et c'est pour ça qu'on a été voir l'expérience à Dunkerque. On a été voir, là-bas les transports publics sont gratuits, tous les bus sont gratuits à Dunkerque. Et on a été reçu par le maire de Dunkerque qui nous a expliqué un petit peu comment il a fait pour réussir son projet de transport public gratuit. Il m'a dit la première chose que j'ai faite, c'est de ne pas écouter les pseudo-experts qui me disaient qu'il n'y aurait pas de shift model. Je voulais le faire. Et pour réussir la gratuité, et en fait c'est ce que j'entends ici, on met des contradictions entre la gratuité, l'offre et l'investissement en infrastructure. En fait ce sont les trois pour faire réussir ce projet. Et c'est ultra important. Ici pour arriver sur un chiffre, à la STIB, il faudrait trouver un peu plus de 200 millions. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que dans les 200 millions, en fait, 137 millions sont déjà payés par les patrons, le forfait domicile-travail. Quelque part, il faudrait aller chercher 63 millions pour boucler ce budget de 200 millions annuels. Et donc, on estime que c'est faisable. Rien n'est gratuit, mais demander à des entrepreneurs, à des patrons des entreprises qui ont plus de 20 travailleurs, de contribuer d'office pour aller chercher ce reste, pour avoir cette enveloppe de 200 millions, je pense que c'est faisable. Il faut avoir juste la volonté et le courage politique, parce qu'on est ici face à un défi de mobilité, de qualité de l'air, et juste pour dire une chose, les jeunes qui manifestent tous les jeudis nous l'imposent, le climat nous l'impose, on n'a juste plus le choix. Alors, Ridwan Chaïd, vous êtes le dernier à prendre la parole. Alors vous, dans votre programme, vous dites oui à la gratuité, mais pas tout de suite. D'abord, il y a gratuité pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. Et dans un deuxième temps, quand il y a une offre supplémentaire. Tout à fait. Et donc nous, évidemment, on est clairement pour la gratuité pour ces deux catégories-là de la population. Et c'est certainement pour les moins de 25 ans, pour leur donner déjà une habitude par rapport au transport en commun, ça c'est clair. Et donc, on vise l'avenir. Et pour rebondir sur ce que disait M. De Wolf, ça a un coût, mais c'est surtout une option politique. Et quand M. De Wolf dit « ce sont les travailleurs qui vont payer », il se trompe, puisque dans notre projet politique, aucun travailleur ne payera cette gratuité, mais par contre, nous irons chercher l'argent là où il est pour financer ces mesures-là, évidemment. Et donc, oui, nous avons cette option-là politique, nous avons un engagement, et à chaque fois, comme nous, quand on prend un engagement, on le respecte. Ouais, je vous vois rire à gorge déployée, Youssef Ndichi. Mais c'est juste le contraire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Enfin, le PS a dans son programme la transport public gratuit depuis 2009. Ils ont juste fait le contraire. Ils ont augmenté les tarifs. Ils ont mis toutes ces portiques pour contrôler encore plus la billetterie. Je veux dire, quand on dit que le PS va chercher l'argent là où il est, il l'a juste jamais fait. Désolé. Le problème, c'est quand on a autour de la table des gens qui ne connaissent pas très bien ce qu'on a fait depuis des années dans le transport public à Bruxelles. J'étais chauffeur de bus à la STIB, je l'ai subi. Non seulement on a diminué le tarif des abonnements, notamment scolaires, puisque aujourd'hui l'abonnement scolaire est à 50 € pour le premier et le deuxième abonnement et gratuit pour le troisième. On a figé les tarifs de la STIB depuis 2015. Donc, raconter tout et n'importe quoi, je pense que ce qui serait bien
dans ce débat, c'est qu'on ait des propos vérité pour et que de le 2009 citoyen, à 2015, ils n'ont jamais autant augmenté. Ça a eu une explosion. Je comprends que vous ne soyez pas bien. Je suis chauffeur de bus, je suis chauffeur de bus à la CIB. J'ai commencé ma carrière avant. Vous êtes député. Ok, mais en 2004, quand j'ai commencé ma carrière à la CIB, je l'ai vendu à 1,20 € le ticket. C'était à 1,20 €. Quand j'ai quitté en 2014, il était à 2,50 €. 2,10 €. 2,50 € sur le billet dans le bus. Christophe de Bockelard. Mais tout dépend. Quel est en fait l'objectif de cette politique? Est-ce que c'est de convaincre les gens qui ont une voiture de prendre les transports en commun? Dans ce cas, on ne va pas y arriver avec la gratuité parce qu'une voiture, ça coûte très cher à l'utilisation et à l'acquisition et autres. Et donc, les personnes qui dépensent déjà ce montant-là dans leur transport, le montant de l'abonnement, quelque part, par rapport à l'investissement qu'ils mettent dans leur voiture, n'est pas très élevé et donc ce n'est pas une barrière à l'entrée. Par contre, si c'est une mesure sociale, là, ça c'est autre chose. Alors, on peut peut-être en discuter et c'est pour ça que nous, on propose de faire une étude, de voir jusqu'à quel point est-ce que c'est utile. Non, mais pas pour convaincre les gens de la voiture au transport en commun, ça ne marchera pas. Les deux sont compatibles. Quand vous avez des étudiants qui sont encore aux études et qui doivent payer un abonnement de 499 € pour pouvoir subvenir à leurs études. On doit quand même apporter une solution. Ceci dit, pour la gratuité totale, vous citez aucune date. Donc vous dites à terme, il n'y a aucune date de citer dans votre programme. C'est pour ça que nous, on est clair, on a les moins de 25 ans 2009. et les plus de 65 ans. Alors Marc Lowenstein, quand vous entendez Youssef N'Dichy de dire sur les 200 millions que ça coûtera, il y a déjà 137 millions qu'on peut trouver facilement. Vous en pensez quoi? Qui sont déjà là. Qui sont déjà là, oui. Mais qui me les montrent, déjà. Et puis c'est pas que 200 millions. 200 millions, finalement, sont les recettes tickets. Mais à côté de ça, si on veut, comme je l'ai dit, augmenter, si on veut absorber ces 25% de capacité en plus dans les transports, il faut augmenter la capacité des transports, ce qui coûte aussi. Il faut acheter des rames, il faut acheter des trams, il faut payer des chauffeurs. Il faut de l'entretien supplémentaire des voies, ça coûte aussi beaucoup d'argent, donc on est bien au-delà des 200 millions. Alors Isabelle Potier, Youssef N'Dichy parlait d'une mesure écologique pour le climat, cette gratuité. La difficulté, c'est que quand il cite l'exemple de Dunkerque, je pense que c'est pas comparable, parce qu'à Bruxelles, on a déjà un réseau qui est extrêmement utilisé. Il y a beaucoup de monde sur le transport public. Il y a la moitié des Bruxellois déjà qui n'ont pas de voiture, alors qu'à Dunkerque, qui partait de très bas. Donc la gratuité, c'est une chose, et j'entends qu'il y a quand même un certain consensus autour de la table, moins le PTB, sur la question de favoriser les jeunes et les personnes âgées. Mais il y a un autre aspect qui est important, je pense, dans la question tarifaire, c'est l'intégration tarifaire, dont on parle moins, parce qu'actuellement, les gens qui prennent un abonnement, et je pense que c'est ça l'avenir aussi, c'est l'abonnement plus multimodal. Donc les gens qui prennent actuellement l'abonnement MTB pour pouvoir utiliser de l'air, vous le mettez tous dans votre programme. Et ça fait déjà pas mal de temps qu'on met dans les programmes l'intégration tarifaire, et on n'y est jamais arrivé jusqu'ici. Et effectivement, ce serait bien de le faire, mais on n'y est pas arrivé. Alors peut-être qu'il y a des difficultés entre régions pour se mettre d'accord, et entre sociétés de transport en commun pour se mettre d'accord sur cette intégration tarifaire. Pour clore sur ce sujet-là, Vincent De Wolf, rapidement. Oui, donc pour moi, ce sont des gesticulations électorales. Ce n'est pas des volontés d'améliorer la mobilité. Parce que j'ai entendu mes deux amis ici dire on va chercher l'argent où il est. Ils n'ont pas dit où il était, ni comment ils allaient le faire. Si, moi je l'ai dit. Mais, moi je l'ai dit. C'est ça, taxer les entreprises comme ça, elles quitteront encore plus la région et il y aura encore moins d'emplois pour les jeunes non qualifiés. Et vos chiffres sont faux, puisque il y a à peu près 200 millions à rajouter ou 230 millions à rajouter si on veut faire une gratuité. Or, il faut avoir aussi des moyens pour augmenter le métro, ce qui pour nous est une grande. Et je voudrais juste terminer en disant qu'à l'époque où on a inventé la journée sans voiture, moi comme parlementaire, j'avais interpellé en disant est-ce que ce ne serait pas bien que la journée sans voiture soit sans paiement dans les transports en commun. Après, ça a été fait. Ça, c'était une suggestion sur la véracité des chiffres, pour essayer de faire bouger sur la véracité des chiffres qui est remise en cause par Vincent De Wolf, Youssef N'Dichy, les 200 millions que ça coûterait. C'est une question parlementaire que Françoise De Smet a introduite il y a 2 mois. C'est la réponse qu'on a eue du ministre Pascal Smet. Donc 200 millions, 137 millions sont déjà payés par le forfait domicile-travail par les entreprises. On veut l'étendre aux entreprises qui ont plus de 20 travailleurs, et on trouve la totalité de ces 200 millions. Ce sont des chiffres. Des questions parlementaires plus complètes pour avoir l'information complète. Attendez, vous n'allez pas répondre à la place du ministre. Je pose la question. La billetterie, c'est 200 millions. Pour vous, c'est pas le domicile-travail, c'est 137 millions. La billetterie, c'est 200 millions. Après, il y a tout le reste, développement du réseau. Voilà. C'est ce que j'ai dit, c'est 3 choses. C'est l'offre et l'investissement et l'infrastructure. On en reste là, si vous le voulez bien, puisqu'on va parler maintenant du développement des transports en commun. Avant d'en débattre, je vous propose d'entendre une courte interview d'une enseignante
pour se rendre au travail, elle privilégie les transports en commun, même si ça lui met beaucoup plus de temps qu'en voiture, et elle aimerait que ces transports en commun soient plus efficaces. Les transports en commun, en règle générale, c'est le bonheur. Si ils étaient plus développés. Meilleure fréquence, plus de lignes dans Uccle, et en soirée aussi. Sans oublier le matin. Voilà, on parle donc de l'extension des transports en commun et entre autres de l'extension du métro. Isabelle Potier, je vais vous donner la parole. Dans le programme écolo que j'ai lu très attentivement, pas une seule fois on ne cite le nom métro dans le programme mobilité ou extension du métro. Est-ce à dire que demain, aux affaires, vous remettez en cause ce projet-là ? La priorité d'écolo en matière de transport public, puisque le transport en commun est universel, il est très accessible. Pour nous, c'est le transport public de surface. Et donc, on a toute une série de propositions qui permettraient d'améliorer le réseau. Et par exemple, donc le métro, tous les on le remet en Bruxellois... cause. Ma question était précise. On le remet en cause, le projet actuel, si vous êtes dans une majorité. La difficulté du métro, c'est que c'est peut-être une solution en 2030 pour un coût de 2 milliards d'euros sur un axe, avec un report modal de moins de 1%. Donc, nous pensons que ces moyens, il faut les mettre dans le développement du transport public. Donc, on remet en cause le projet. De surface. On remet en cause on le pense projet. qu'il y a d'autres priorités. Donc, tous les Bruxellois connaissent le 3, le 4, le 7, le 8, le 9 qui fonctionnent fantastiquement bien parce que ce sont des trams donc à haut niveau de service qui ont priorité au feu, qui sont en site propre, qui ont une très bonne performance et qui ont une importante capacité. On peut encore augmenter les cadences. Il y a des lignes qu'on peut transformer en haut niveau de service, donc le 39 et le 44 par exemple. Donc pour bien vous comprendre, ce sera pour vous quelque chose, si ce projet n'est pas remis en cause, vous n'entrez pas dans une majorité, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle vous tenez, ça on ne se centre plus sur le métro. C'est pas à moi de le dire maintenant, mais je crois que Alain Marron a dit que ce serait un point de discussion, tout à fait. Oui, point de discussion, c'est pas point de rupture. Hein. Ah ben on verra, mais les engagements climatiques, on doit les remplir avant 2030, d'ici 2030. Moins 55% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut des solutions beaucoup plus rapides, c'est ce que nous disons. Oui, Marc Lowenstein. Qu'en pensez-vous de ça ? Cette réponse est assez symptomatique aussi de la gouvernance. Et je pense qu'il y a un gros problème de gouvernance au niveau de la mobilité, que si on veut changer les choses, si on veut de l'ambition pour Bruxelles, et si on veut développer vraiment le transport public, il faut, arrêter de remettre sur le tapis tous les 5 ans et remettre en question les décisions qui sont prises. Et on en a aussi pâti entre 2004 et 2014 par rapport aux freins qui étaient mis au métro lorsqu'Écolo était dans la majorité. Et puis, il y a une question aussi importante de concertation à mettre sur la table et peut-être mettre en place une autorité qui, à un moment, tape du poing sur la table et tranche les décisions. Par rapport à notre position sur le développement des transports publics, nous, on est tout à fait favorable à l'amélioration de la qualité de l'offre. Et ça passe pour nous par l'extension du métro. Oui, justement, parce que vous prévoyez non seulement cette ligne-là, mais aussi plusieurs autres lignes. On prévoit de passer aujourd'hui de 4 à 8 lignes de métro. Mais il n'y a aucune source de financement. Vous n'expliquez pas du tout comment vous allez financer. Oui, ça reste un peu vague, tout de même. C'est expliqué, je peux vous l'expliquer maintenant. Donc l'idée, c'est de passer de 4 à 8 lignes. Alors c'est peut-être un projet ambitieux, mais ça me semble un projet absolument nécessaire. Et c'est un horizon de 25 ans. Au lieu de parler au niveau de législature à législature, on parle à un terme de 25 ans. Il y a des questions de procédure urbanistique aussi à adapter. Et au niveau financier, il y a plusieurs sources. Déjà recentrer les moyens de Belliris. Il y a un plan pluriannuel d'investissement de la STIP qui existe, qui pourrait être remis sur la table, pas pour remettre en question tout ce qui a été mis dedans, mais pour peut-être mieux prioriser. Et puis, on est favorable, on en reparlera sans doute, à une taxation kilométrique intelligente, ou un système en tout cas qui permettra également d'apporter des sources financières nouvelles à Bruxelles qu'on veut réinvestir dans le transport public. Et donc, réuni toutes ces conditions, il y a moyen d'y arriver. Alors, Christophe de Bequelard, l'extension du réseau, c'est aussi dans votre programme. Oui, en fait, c'est dans le programme de tous les partis, et vous n'en parlez pas, Écolo, dans votre programme. Et faire et défaire, c'est toujours travailler, mais il y a un moment donné, c'est
ingérable de gérer comme ça, comme M. Lowenstein vient de le dire, à chaque fois remettre en cause des projets qui sont sur la table. Donc à un moment donné, des études ont déjà été faites, on a déjà avancé dans ce projet, et donc maintenant il faut avancer sur l'extension de ce métro. Et moi la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on en serait aujourd'hui si nos grands-parents n'avaient pas fait l'effort, difficile à l'époque, d'investir dans ce métro, parce que c'est des montants colossaux sur du long terme, mais il faut peut-être avoir une vision un peu plus long-termiste pour cette région. Oui, là vous dites aussi, vous, on va étendre au-delà des 19 communes bruxelloises, sans citer non plus de date et sans citer non plus la manière dont on pourrait financer. Non, mais il y a la conviction là derrière que Bruxelles ne sait pas survivre dans le carcan de ces 19 communes. On doit trouver un moyen, et je pense que j'entends parfois des discours trop complaisants par rapport à la NVA chez les francophones. Rendons-nous compte que si ce genre de choses n'est pas possible aujourd'hui, d'étendre le métro en dehors de la région bruxelloise, c'est par des positions flamandes parfois difficiles sur ce sujet-là, et c'est évidemment essentiel de connecter Bruxelles à son hinterland économique. Oui, Ridwan Chahid, même dans votre programme, on trouve aussi, Stéphane Dichy, même dans votre programme, on trouve aussi l'extension du métro, vous le mettez noir sur blanc. On est pour le métro Nord, on a juste un petit bémol, on a un petit problème avec le projet qui est mis sur la table au gouvernement bruxellois, c'est le financement partenariat public-privé, PPP. Ça, on est contre. On veut vraiment le faire sur fonds propres et arrêter de commencer à aller chercher l'argent sur des investissements privés. Et ça nous coûte à chaque fois 2 fois plus cher. Donc ça, c'est ultra important. Et effectivement, je pense qu'ici, c'est pas bien mesuré l'urgence climatique dans laquelle nous faisons face, l'urgence de mobilité, d'immobilité à Bruxelles. Effectivement, le métro est une des solutions. Et après, je suis peut-être d'accord aussi avec Icolo, c'est pas que le métro, il faudra aussi investir sur les réseaux surface, c'est ultra important, mais il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il va falloir aujourd'hui répondre à ce défi, et pour répondre à ce défi, il va falloir une volonté politique ferme. Alors Ridwan Chahid, c'est aussi dans votre programme, ainsi que d'autres extensions, entre autres vers Berchem-Saint-Agathe, à terme vers Grand-Bigard. Donc vous avez d'autres projets également. Pour vous, vous ne rentrez pas dans un gouvernement si ce projet d'extension vers n'est pas maintenu? Alors pour nous, ce qui est clair, c'est qu'on ne remettra pas en question le projet métro. Ça, on y travaille depuis plusieurs années. Moi, je me rappelle encore du tout premier dossier en 2004 du dossier de l'extension du réseau métro. À l'époque, on parlait encore de l'extension vers Uccle. Et donc, il n'est évidemment pas question pour nous de commencer à revoir ce qui a déjà été décidé et longuement décidé en 2013 par le gouvernement bruxellois. Je tiens juste à préciser, parce que M. Andichy a dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. À l'heure actuelle, il n'y a pas de piste de financement partenariat public-privé. Alors que certains aient émis cette idée, c'est une chose, mais le gouvernement bruxellois n'a jamais, mais le ministre n'est pas le gouvernement. Lorsqu'il y a une décision du gouvernement, la décision du gouvernement ne parle pas du financement, M. Andichy. Donc si vous voulez un jour gouverner, il va falloir apprendre certains mécanismes. C'est très important pour faire confiance. Mais ceci dit, Pascal Smet est ministre du gouvernement bruxellois. Mais il n'y a aucune décision sur le financement. Il est ministre de ce gouvernement. Il n'y a aucune décision sur le financement. Les décisions sont prises par le gouvernement. Il n'y a aucune décision qui est prise sur le financement, et notamment quel type de financement. Alors effectivement, nous voulons aller vers un peu plus dans les extensions, notamment vers Berchem et pourquoi pas jusqu'à la limite vers Grand-Bigard. Mais ce qui est important pour nous, c'est de ne pas opposer les différents modes de transport. Mais c'est la question qu'on pose souvent, et je vous la poserai aussi, Vincent de Wolf, c'est qu'on dit que ce métro coûte tellement cher qu'il va grever la capacité d'investissement de la STIB, et que les nouvelles lignes qui sont inscrites de tram et en surface qui sont inscrites dans les programmes, on n'arrivera pas à les financer. Votre réponse par rapport à cela? Donc je voudrais d'abord répondre à la question qui ne m'a pas été posée, de savoir... Oui, mais on sait que vous êtes favorable à l'extension du métro et donc je ne peux pas le dire ni dire aussi. pourquoi. Ça, je suis désolé. On gagnerait du temps dans le débat si on pouvait avancer. Donc je voulais... Attendez, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que quand Écolo vient dire le métro, ça ne va pas parce qu'on va attendre 2030, je m'excuse, mais je trouve ça scandaleux à 2 titres. Le premier titre, c'est vous qui avez bloqué en 2004 pendant 10 ans l'extension du métro. On a arrêté en fait le métro depuis 15 ans. Si on avait continué, le problème serait largement dépassé déjà aujourd'hui. En outre, on a dépensé dans le gouvernement actuel
des millions d'euros de recherche, de travaux, d'études. Et donc, si vous montez au gouvernement, ça va être jeté à la poubelle. C'est pas ça la bonne gouvernance. Et je termine en disant, le métro, c'est un transport de masse. Ça va 2 fois plus vite que le tram. C'est pas impacté par les embouteillages. C'est pas impacté par les problèmes de climat, de neige ou de verglas. Et si on avait fait Pulsar, ça irait 2 fois plus vite comme à Lille depuis 30 ans. Je rappelle aussi Pulsar, vous entendez quoi Pulsar, pardon, c'est le fait de pouvoir faire fonctionner de manière automatique. Voilà, comme ça, et donc, ça double la capacité du métro avec le même type de matériel et de rails. Je rappelle que c'est M. Asquin qui avait créé la station Erasmus. Ça avait été décrié sur le fait que ça va grever les budgets pour l'investissement de surface. Je réponds. Ça a développé les commerces, ça a développé le logement, parce que quand on peut avoir une entreprise ou un commerce le long d'une ligne de métro, c'est magnifique. Comment est-ce qu'on finance? Il y a la Banque européenne d'investissement. Il y a, comme vous l'avez dit, une excellente idée, c'est le PPP. C'était pas le sens de sa réponse. Il faut un peu d'humour aussi dans le débat. Il y a Bénéris qui est là aussi pour financer. Et nous ne sommes pas en opposition, parce qu'Ecolo dit toujours, si le MR veut du métro en dessous, c'est pour des voitures au-dessus. La réponse est non. Nous voulons diminuer drastiquement la voiture à l'étage supérieur, comme l'a fait Copenhague, 40% de vélos, mais du métro partout. Isabelle Potier, seul contre tous, vous continuez à assumer cette, je dirais pas opposition, mais en tout cas beaucoup de réticence par rapport à ce projet de métro. Mais oui, parce que j'ai l'impression de parler avec des gens qui prennent jamais le transport public. Regardez, la STIB, elle a quand même un vrai problème de maîtrise des chantiers. Et c'est l'usager qui souffre. Donc regardez la longueur des chantiers en sous-sol, à Schumann, à Arlois, à Rogier. Non mais excusez-moi, et l'usager n'avait même pas un siège pour s'asseoir pendant les travaux qui étaient interminables. Le dossier de la place Rogier, ça a commencé en 2006, c'est toujours pas terminé. Que je sache, c'est pas Ecolo qui a bloqué ça. Le budget a plus que doublé, donc pour nous, il y a un vrai problème de maîtrise. Il y a un vrai problème de maîtrise. Mais alors on fait quoi? On a refermé le dessus sans étanchéifier le plafond, c'est ça le problème. Oui, et on a fait 2 fois. Alors, le problème de maîtrise, et donc que fait-on, Isabelle Potier? Alors, des projets ambitieux. Donc, au début de la législature, il fallait absolument construire un stade. Bon, on a vu ce qu'il en est advenu. Donc nous, on se méfie des éléphants blancs. Quel est le rapport? On nous dit qu'il faut des projets ambitieux, etc. À un moment donné, il faut pas le stade est tombé à l'eau. Il y a une réalité. Et là, je suis d'accord avec M. De Wolf. Parce que moi, j'étais autour de la table, contrairement à lui. J'ai vu des choses. On aurait pu gagner 10 ans. Ça, c'est une réalité. Et donc Ecolo a fait perdre 10 ans. On aurait pu gagner 10 ans, M. Pézès. On aurait pu gagner 10 ans. Et donc c'est Ecolo le responsable. On aurait pu gagner 10 ans. Vous ne citerez pas de parti. On aurait pu gagner 10 ans. Et si on avait arrêté, si on n'avait pas fait de l'idéologie, et qu'à un moment donné, on se serait rendu compte des réelles questions. Vous avez l'impression qu'on fait de l'idéologie sur ce dossier, comme vient de le dire Ridouane Chahi? Mais en tout cas, je ne vois aucun argument qui me convainc aujourd'hui de la part d'Ecolo pour nous dire qu'il faut remettre en cause ce métro. Et sur le côté budgétaire, en disant que c'est un argument qu'on a souvent entendu de la part du réseau associatif, de dire également on n'arrivera plus à financer une amélioration de l'infrastructure de surface pour les trams, par exemple, ou pour les bus. Enfin, mais oui, laissez Christophe de Bouquelard répondre. On a déjà commencé à des projets pour le métro. Non, mais donc alors, c'est toute une question de priorité et de financement, et c'est clair qu'il faut arriver à ce que la région wallonne et la région flamande, enfin les flamands et les wallons, via l'État fédéral, via le fonds Belliris et autres, prennent vraiment leurs responsabilités par rapport à la mobilité à Bruxelles, puisque une série de problèmes de mobilité sont quand même causés par notre statut de capitale, et donc c'est pas normal que ce soit uniquement les Bruxellois. Il y a déjà une série de choses qui se passent, mais ça doit s'intensifier pour pouvoir faire le métro, et aussi évidemment intensifier le réseau en surface. Mais c'est un manque d'ambition beaucoup trop grand que de renoncer au métro. Oui. Ouais, et vous disiez, Isabelle Potier, qu'effectivement, il y a déjà des choses qui ont été retardées à cause du coût du métro. Oui, tout à fait. Pascal Smet a clairement déclaré devant le Parlement que des projets avaient été postposés, voire abandonnés, comme la tramification du 71, à cause du projet de métro. Ça n'a rien à voir. Mais il l'a dit. La tramification du 71 a été abandonnée pour des raisons politiques.
Ouais, Pascal Schmel n'est pas ici, donc on ne saura pas lui faire dire... Alors, autre aspect, le projet de métro a été vendu à l'époque avec un budget évalué à 700 millions d'euros. Et dans le mémorandum de Bruxelles Mobilité, j'ai lu que le métro Nord coûterait 1,047 milliards. Non. On est à 2 milliards aujourd'hui. Si vous aviez lu, on vous mettra pas d'accord. Rapidement, on vous mettra pas d'accord. Si madame avait lu la réponse que madame Grauels avait donnée en 2013 en commission parlementaire, il y a clairement indiqué que le coût total de l'extension du métro, c'est-à-dire avec l'achat du matériel et le dépôt du métro, c'est 1,3 milliard d'euros. C'est clairement écrit dans les documents parlementaires. Alors Youssef Handichy, vous me demandiez la parole, et je vous donnerai... Juste sur le métro qui aurait freiné d'autres investissements pour développer le réseau. Moi, désolé, moi je suis bruxellois depuis que je suis petit, je connais toujours le même réseau. Il n'y a rien qui a été développé, c'est pas waouh. On a créé 2 lignes sur le réseau, et c'est sous cette législature-ci, quand Ecolo était aux commandes aussi dans le gouvernement. Désolé, à ce que je sache, il n'y avait ni métro et ni développement du réseau. Je suis désolé. Il y a quand même eu des extensions de réseau. Ça ne se limite pas à 2 lignes. Il y a eu d'autres extensions de réseau. Quelles lignes qui ont été créées? Il y a eu l'extension du métro des Oui, d'accord, c'est là, mais en surface, désolé. Vous êtes resté 10 ans écolo, et rien eu. Ni métro, ni développement du réseau. Désolé, Potier, et puis je donne la parole à Marc Lowenstein. D'abord que je sache, Écolo n'était pas tout seul. Ensuite, il faut des budgets. Pour développer des projets. Et il y a toujours eu d'autres... il y avait d'autres priorités comme le logement, par exemple. Marc Lowenstein. Et puis on va terminer sur le sujet, si vous le voulez bien. Sur base de l'analyse qu'on peut faire ici, il y a 5 parties sur 6 qui sont d'accord pour l'extension du métro. L'extension du métro qui n'est pas la seule solution. Il y a bien sûr un maillage complet qui doit se faire avec le réseau en surface, mais aussi pouvoir exploiter les lignes de la SNCB. On est aussi favorable, et je pense que c'est important d'insister là-dessus, sur un train tous les quarts d'heure sur le réseau SNCB bruxellois. Et quand je parle de la SNCB, quand je parle de la STIB, je peux évoquer aussi Tech et de Lane. Il y a une nécessité absolue, en parallèle d'une augmentation de l'offre du transport, donc du matériel et du réseau, d'avoir une intermodalité, de favoriser cette intermodalité par un ticket intégré, un pass mobilité qui permette à tout le monde d'aller d'un point A à un point B sans se demander s'il doit payer un abonnement à X ou Y. En gros, simplifier la vie des usagers, que ce soit en termes de bioéthique, mais en termes aussi de réseau. Très rapidement, parce qu'on passe à autre chose juste après. Le PTB avait déposé une résolution pour avoir un prix unique pour le MTB, donc pour avoir accès au réseau Tech de Lane et SNCB ici en région bruxelloise. Tous les partis ici autour de la table ont voté contre. On ne parle pas de la même chose. Alors on va clôturer sur le sujet si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on parle maintenant de la place laissée à la voiture en ville, puisque Bruxelles est une des villes les plus embouteillées d'Europe. Elle est au bord de l'asphyxie. C'est ce que nous ont confirmé les citoyens que nous avons rencontrés. On va les écouter avant de débattre de la réduction de la place de la voiture en région bruxelloise. Il y a trop de voitures pour cette ville, c'est ça le problème. Finalement, on ne sait plus quoi en faire, on ne sait plus où les mettre. Ils sont garés n'importe où, n'importe comment, et on est dans la file dès qu'on sort du garage à la maison. Nous, on ne vient plus en voiture en ville. En tant que conducteur, c'est vrai que c'est toujours très pénible de rouler ici à Bruxelles, en tout cas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de place pour les voitures, qu'on doit... mes amis galèrent à trouver une place à chaque fois. À chaque fois que je suis avec eux, on reste quand même 10 minutes à tourner pour trouver... Même si c'est une petite place, on essaye de rentrer dedans. C'est à peu près dans tout Bruxelles, ça. Chez nous, dans l'avenue, par exemple, c'est impossible de se garer après 5 heures du soir. Tout est pris. Faire peut-être plus de parking extérieur pour l'entrée de Bruxelles, oui. Moi, j'ai pas de véhicule, mais c'est vrai qu'il y a des gens que je connais qui ont des voitures et c'est vrai que c'est pas évident pour eux de circuler, etc. C'est plus compliqué qu'avant, en tout cas. Alors, Christophe de Bekeler, vous êtes en retard sur le temps de parole. C'est donc à vous que je vais m'adresser maintenant. On a vu l'annonce d'un grand projet cette semaine. C'est la destruction de Herman de Broek qui a été approuvé par le gouvernement et qui serait programmée. On a réduit aussi l'entrée des voitures à la fin de la E40. Il faut continuer sur ces points-là, donc éviter que les voitures n'entrent dans Bruxelles. Alors,
Je pense qu'évidemment, il faut travailler un chiffre de mobilité, ça tout le monde est d'accord. Moi, je suis un grand cycliste et donc je ne suis pas suspect sur ce sujet-là. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention par rapport, je le répétais tout à l'heure, au lien avec la périphérie de Bruxelles, parce que à force de couper tous les accès à Bruxelles sans prévoir un réseau de transport en commun, sans prévoir les alternatives crédibles à la voiture, eh bien, on va étouffer Bruxelles économiquement. Le CDH est dans le gouvernement, hein, donc il a approuvé ce projet. Donc, je pense que, je vous dis, réaménager les autoroutes qui fracturent Bruxelles en boulevard urbain, évidemment c'est une bonne idée, mais ça doit aller de pair avec la construction de parkings de dissuasion à l'extérieur de Bruxelles, avec les idées de sortir le métro de Bruxelles, avec la finalisation du RER. Tout ça sont évidemment des choses qu'on doit promouvoir. Et avec ça, on va alors pouvoir vraiment travailler aussi sur les axes qui rentrent dans Bruxelles. Mais je dis juste, attention, faisons les deux en même temps, parce que sinon, on va avoir des problèmes. Alors, Vincent De Wolf, c'est coulé dans le béton, cette destruction. Pour vous, effectivement, on peut aller vers cette idée-là, détruire le viaduc Herman de Brou et réduire définitivement la fin de la E40 ? Couler dans le béton de destruction, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Oh, c'est une expression. Hein. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein, Vincent De Wolf. Ne perdez pas de temps sur votre temps de parole. D'accord. Non, allez, c'est sympa. Alors, moi, je vais vous dire, c'est un ouvrage d'art d'il y a 50 ans, c'est un ouvrage du passé, c'est l'époque où on voulait faire tout à la voiture, des autoroutes qui rentraient à l'intérieur de la ville. C'est vrai que ça n'a plus de sens. Par contre, il faut quand même se rappeler d'où viennent les problèmes de mobilité de véhicules en ville. Il y a 220 000 nafteurs qui rentrent tous les matins. J'ai pris une petite réglette en me disant 5 mètres par voiture bout à bout, ça fait la distance de Bruxelles à Marseille. 220 000 voitures. J'avais interpellé M. Smet en 2004, sa première législature, sur les parkings de dissuasion. Il m'avait dit, u heeft gelijk, vous avez raison. Et dans le plan Iris 2, il a mis 28 000 places de voitures, parking de dissuasion, à aujourd'hui. Il y en a 1600. Donc le problème, il est d'abord là. Mais est-ce que c'est de nature, ça, à remettre en cause les projets qui viennent d'être décidés par le gouvernement? J'ai une chaîne de TV qui m'a posé la question de savoir si j'étais demain ministre de la Mobilité, est-ce que je m'estimerais tenu par cette décision? J'ai dit oui, j'exécuterai cette décision. Je ne la mets pas en cause, mais je fais de l'accompagnement, je fais de la concertation, je rencontre les entreprises, je vois les conséquences sur l'emploi, je rencontre les riverains et je modélise la circulation par rapport à ça. Et là, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a des effets d'annonce de M. Smet. Du gouvernement, là, en l'occurrence. Si vous voulez. Mais à chaque semaine qui précède l'élection, on a un gros dossier qui sort comme si c'était fait. On n'a pas le budget, on n'a pas les études, on n'a pas le planning. C'est pas très sérieux, mais sur le fond, je ne remets pas en cause la décision. Ouais. Alors, Marc Lowenstein, on voit dans votre programme réduction en 10 ans de 20% du trafic automobile en région bruxelloise. On fait comment? Il y a ces décisions qui ont été prises. On fait quoi d'autre? Déjà, je pense que ce qui est important, c'est de repenser la ville pour ses habitants. Toutes les infrastructures dont on parle ici, les entrées de ville, les tunnels, ont été construits à un moment où on pensait la ville pour favoriser le trafic entrant et sortant de Bruxelles, et aujourd'hui pour favoriser en gros toujours les 220 000 navetteurs qui rentrent, dont 200 000 en voiture seule. Alors il faut tenir compte de tous les usagers, ça passe du piéton à l'automobiliste, en passant aussi par les cyclistes, par les usagers des transports publics, mais aussi, il faut le dire, on les oublie souvent, les personnes à mobilité réduite pour lesquelles il faut absolument faire des efforts en matière d'accessibilité. Et alors au niveau des infrastructures, oui, et on le défend depuis longtemps, c'était dans notre programme d'ailleurs 2009 commun avec le MR à l'époque, où on demandait de redessiner les entrées de ville. Il y a la question bien sûr des parkings de dissuasion, on a parlé des parkings de transit du gouvernement bruxellois, mais il faut aller au-delà, il faut aller au niveau des gares de la périphérie et élargir la capacité de parking. Donc il faut des accords avec la Flandre, bien sûr, ça, il faut des accords, mais ça fait partie de cette concertation et de cette nécessité et en de ville, voir les par choses exemple. autrement. Dans la région bruxelloise, est-ce qu'on limite par exemple le nombre de places de parking qu'à l'avenir? Alors, quand on sait qu'une voiture reste stationnée 95% de son temps et qu'elle, en gros, pollue finalement le paysage urbain, je pense qu'il est nécessaire, il y a une dynamique qui est mise à ce niveau-là, de réduire le nombre de places de stationnement en voirie, mais pour nous, à condition de les compenser hors voirie. Et des moyens existent, notamment
au-delà de la construction de nouveaux parkings, au-delà de la, bien sûr, mais je suis revenu. Donc les parkings d'entreprises privées, etc. Le parking d'entreprises privées, mais par exemple les parkings de logements sociaux, il y a 50% des parkings de logements sociaux aujourd'hui qui ne sont pas utilisés, qui pourraient très bien être exploités par des riverains qui tournent pendant des heures, parfois une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, pour trouver une place dans certains quartiers très denses. Donc il y a des solutions qui existent. Utilisons l'espace public de manière beaucoup plus intelligente qu'aujourd'hui. Youssef Ndichi, on voit aussi dans votre programme pas construire de nouvelles infrastructures routières qui sont d'un autre temps. On fait quoi d'autre pour limiter l'emprise de la voiture en ville? Mais je pense que M. De Wolf a très bien résumé la situation en prenant la petite règle. Moi, je l'invite véritablement à donner son petit calcul au ministre Belot, le ministre fédéral des Transports. M. Belot a rajouté des trains S comme jamais personne ne l'a fait. Pas du tout. Et M. Belot a augmenté la présence des nafteurs. M. Belot a fermé des gares intra-bruxellois. Ok, ça c'est intra-bruxellois, mais voilà. M. Belot a fermé des gares et a désinvesti dans la SNCB. Il a fait 3 milliards d'économies sur la SNCB. Là, et en fait, attendez, Bruxelles, tout à fait. Hors de Bruxelles. Et on démagogie. On parle des voitures qui viennent à Bruxelles. Et désolé, ils viennent hors de Bruxelles puisqu'ils viennent à Bruxelles. Donc restons dans le débat. Et en fait, l'alternative à la voiture pour les gens, les nafteurs, moi je ne veux pas opposer les nafteurs aux Bruxellois. C'est pas du tout ça. L'alternative aux nafteurs, c'est quoi? Ça s'appelle la SNCB. Ça s'appelle le train. Et il va falloir à un moment donné avoir des parkings de dissuasion gratuits là où est-ce que les gens vivent, qu'ils laissent leur voiture là-bas. Et pour la région bruxelloise, pour limiter... Juste un dernier petit point, et donc qu'ils puissent prendre le train et arriver à Bruxelles dans des transports publics gratuits. C'est comme ça qu'à un moment donné, nous allons relever le défi de la mobilité et répondre aux défis climatiques. Il n'y en a pas d'autres. On peut philosopher ou discuter pendant des jours et des heures. Oui. À un moment donné, c'est la seule alternative qu'on pourrait apporter pour régler notre problème de mobilité et de qualité de l'air à Bruxelles. Et en 20 secondes, limiter l'emprise de la voiture, diminuer le nombre de places de parking en voirie, pour ou contre, pour qu'on sache? Je suis pour. À un moment donné, quand on offre une alternative aux gens, d'office, les gens vont switcher, vont faire un switch modal. Ridwan Chahit, le PS aussi, objectif 25% des déplacements en voiture au lieu de 32% actuellement. Alors il y a ce projet de réaménagement de boulevards urbains. Vous avez déjà entendu d'autres propositions. On fait quoi d'autre en plus? Alors, tout d'abord, moi je salue la décision du gouvernement qui consiste à abattre ce viaduc. Je pense que... Allez, je ne vais pas parler d'échec, mais je pense que le dossier qui a été le moins bien traité en termes de mobilité, c'est justement la question de ces parkings de transit et principalement en dehors de la région bruxelloise. Et je pense qu'on a manqué l'occasion de travailler de manière plus approfondie, tant avec les autres ministres de la mobilité régionaux qu'avec le ministre fédéral, pour pouvoir permettre ce déploiement de ces parkings de transit qui sont principalement situés dans des gares de la SNCB et pouvoir donner la possibilité à ceux qui viennent en dehors de Bruxelles de pouvoir y laisser leur voiture et prendre à ce moment-là des trains. Donc vous rejetez la responsabilité ou au fédéral et à la Flandre, ou vous prenez une part de la responsabilité en disant qu'on ne s'est pas assez concerté? On ne s'est pas assez concerté sur la question. Alors moi je ne dis pas que M. Belot a fait du travail extraordinaire, mais il a fait avancer des choses. Ça, il n'y a personne qui peut le contester. Et l'offre S n'est pas encore le summum en termes de mobilité, mais c'est déjà une étape dans la bonne direction. Et je pense que chaque étape qui est prise, il ne faut pas la dénigrer, mais plutôt l'encourager. Et rappeler aussi que la plupart des Bruxellois ont déjà fait une partie de leur travail en termes de shift modal. Et je pense que ce qu'il faut maintenant faire comme avancée, c'est le travail de la concertation qui permettra de diminuer l'entrée des véhicules à Bruxelles. Allez-y, très rapidement. Donc, je rends hommage à ce que M. Chahit a dit, parce que c'est vrai ce qu'il dit. Nous, on a fait un travail sur le terrain avec des collaborateurs. On a fait 144 stations de métro, de STIB et de SNCB. Il n'y a pas de connexion signalétique claire dans un cas sur deux. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qu'on peut aller de telle commune à Bruxelles par le train avec un tarif presque gratuit, parfois en 12 minutes. C'est pas signalé. C'est plus donc que 10 secondes. Là, il y a un gros travail à faire. Mais on vous aura compris. Isabelle Potier n'a pas encore pris la parole sur le sujet. Quand je lis votre programme, on y voit effectivement des projets sur la diminution de la place de la voiture. Vous dites dans chaque projet de réaménagement, il faut revoir la place de la voiture. Et vous parlez, entre autres, de manière un peu sibylline, je voudrais que vous explicitiez, de réurbanisation de la petite ceinture. Vous voulez faire quoi sur cette petite ceinture pour y diminuer l'emprise de la voiture ? Alors, puisque tout à l'heure on nous a dit que le métro ne visait pas à dégager l'espace public pour les voitures, en effet, nous pensons que
partout où il y a le métro, déjà actuellement sous la voirie, il faut réaménager l'espace public pour les modes actifs, pour les modes doux, pour des espaces verts, pour des plaines de jeux, etc. Donc la petite ceinture, il y a eu une étude d'un jeune urbaniste, un projet qui s'appelle Bye Bye Petite Ceinture, projet très intéressant de réurbanisation de cet espace qui met en évidence qu'en fait il y a 50 hectares d'espace public sur la petite ceinture, parce qu'on voit très bien sur votre photo là, ça nuit quand même beaucoup à l'image de Bruxelles, la situation actuelle. On voit bien qu'il y a certains endroits 60 mètres, 80 mètres de large. Et donc l'idée de réurbaniser la petite ceinture, donc la rendre à l'urbanité, la rendre à la ville, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'endroits où on pourrait requalifier ces espaces pour créer des espaces publics, des espaces verts, des plaines de jeux, comme on l'a fait à Paris sur le boulevard des Maréchaux, par exemple. Voilà, donc c'est ça l'idée, et ça permettra aussi de reconnecter les quartiers entre eux, de supprimer cette barrière physique qui est source de bruit, de pollution, d'accidentologie. Donc voilà, c'est ça l'idée. Ok, on vous aura compris. Alors je voudrais qu'on passe au débat sur la taxation, puisque évidemment diminuer l'utilisation de la voiture, ça permettra, l'outil fiscal est très très important, et donc il y a cette taxation kilométrique que certains appellent de leur vœu. Il y en a d'autres qui parlent de péage urbain. C'est votre cas pour Défi. Vous dites qu'il faut instaurer une taxation kilométrique, mais pour ça il faut un accord entre les 3 régions. Et si on n'arrive pas à cet accord, il faut faire un péage urbain ça ne coûterait rien aux Bruxellois, si je vous comprends bien. Alors, notre position, elle est très claire par rapport à ça, d'ailleurs, comme sur les autres sujets. Évidemment. Merci. Nous voulons une fiscalité automobile plus juste. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par un shift de la taxation à la possession à une taxation à l'usage. Et la taxation kilométrique intelligente est pour nous la solution, mais nécessite une concertation. Pour l'instant, la Flandre a dit qu'elle n'en voulait plus. La Flandre a dit qu'elle n'en voulait plus. La Wallonie a également fait part de son non-enthousiasme. Et donc on y va seul alors, et on fait un péage urbain. Et donc on dit que s'il n'y a pas de possibilité d'accord avec les 2 autres régions, on ne va pas laisser les Bruxellois continuer à subir la congestion, et il faut trouver une solution intra-bruxelloise, et la solution, c'est un péage cordon. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui entrent dans Bruxelles à certaines heures de la journée payeront. Voilà. Alors, Christophe de Beukelaar, on trouve ça aussi dans votre programme, et vous parlez de péage positif, si j'ai bien lu. L'idée du péage positif, c'est en effet de... non, mais c'est C'est vrai qu'il y en a qui vont avoir du mal à l'avaler, qu'un péage peut être positif. Mais l'avaler positivement, ça passe toujours mieux. Allez-y, explicitez. Non, mais je pense que le péage, c'est en effet une solution auquel on doit vraiment réfléchir. Tout le dispositif est là, les caméras sont là, déjà installées pour la zone lèse, et donc on peut... Donc la zone basse émission. Voilà, et donc on peut, de manière très facile, en tout cas en termes d'infrastructure, mettre en place ce péage urbain. Alors évidemment, ce péage urbain... moi, je pense qu'on incite les gens à changer de manière de se déplacer si on a des réelles alternatives. Donc, c'est le développement de tout ce qu'on vient de discuter dans ce début de débat, du vélo au transport en commun, au RER, au parking de dissuasion. Et donc, taxer les gens sans avoir ce développement-là, ça n'aura aucun sens. Et donc, c'est pour ça que nous, on parle plutôt d'un péage urbain positif qui permettrait, via un crédit d'impôt, de féliciter les gens qui changent d'encourager les gens, qui changent de mode de transport pendant un certain nombre de temps, donc limité dans le temps évidemment. Et je pense deuxièmement, si ce péage urbain positif ne peut pas avoir lieu, je pense que le péage urbain négatif, taxatoire, doit être une arme par rapport à l'État fédéral, par rapport à la région wallonne, par rapport à la région flamande, en disant ou bien on trouve un moyen structurel de réduire les problèmes de congestion automobile à Bruxelles en investissant sérieusement dans Bruxelles, ou bien on met en place ce péage urbain qui par exemple, c'est vrai qu'en Wallonie, certains CDH, et on va le dire, et pas que des CDH n'en veulent pas, alors comment faire pour les convaincre par rapport à cette taxation kilométrique intelligente? Mais donc c'est ce qu'on a proposé, on a appelé ça au CDH le fameux Octopus, et on se dit qu'il y a quand même une série de sujets aujourd'hui qui devraient être réglés de manière un peu plus long-termiste, avec un accord de tous les partis dans lesquels on s'engage, et qu'on ne remet pas en cause
tous les 5 ans. Et donc la mobilité en fait partie. Il faut mettre en effet les régions autour de la table. Et réellement, c'est très concret. Hein, c'est se mettre autour de la table sur une feuille de route d'investissement, de développement des alternatives. Et alors je pense qu'on peut en effet se passer de ce péage urbain à Bruxelles. Ouais. Alors Ridouane Chahid, j'ai vu aussi que vous voulez réduire de 50% la pression routière NAFTER et que vous pensez qu'avec cette fiscalité automobile intelligente, ça permettra d'atteindre cet objectif? Encore une fois, ça revient au débat de tout à l'heure. Si on investit massivement dans les transports en public et principalement dans la SNCB, évidemment que si on ne fait que cette taxe kilométrique qu'on impose et qu'on met du jour au lendemain sur la table, ça ne fonctionnera pas. Il faut un tout, ça doit être un paquet global. On doit investir dans la SNCB pour permettre cette taxe kilométrique. Alors, nous, pourquoi on dit taxe kilométrique et pas péage urbain? Puisque le péage urbain tel qu'il a été déposé et défendu jusqu'à présent, c'est plutôt une sorte de tarif forfaitaire que vous payez. Donc, vous payez le droit de rentrer, le forfait, le nombre. Donc ça, on n'est pas très pour cette option-là. Nous, on est plutôt vraiment pour taxer à l'usage du véhicule, pour évidemment changer les mentalités du citoyen et lui faire comprendre qu'au plus il va utiliser son véhicule pour des trajets de courte distance, au plus il va payer cher et donc peut-être qu'il a intérêt à utiliser les transports en commun. Ouais, alors vous, si j'ai bien lu, vous n'en voulez pas de cette redevance kilométrique. Vous dites que ce n'est pas un bon projet, si j'ai bien lu dans votre programme. Moi, je ne comprends pas. Mais vraiment, je ne comprends pas. Il faut vraiment l'expliquer. On n'a pas d'alternative à proposer aux gens. Donc, c'est un échec politique. On n'offre pas d'alternative. Par contre, on est tous en cœur et féliciter les gens, on va encore les taxer, les encourager positivement en le taxant encore plus. Ça, c'est quelque chose, un truc de... par un crédit d'impôt. Non, c'est un truc de... C'est pas taxer plus. On est contre la taxe kilométrique, on est contre le péage urbain. On doit offrir une alternative. Bon, tout à l'heure, on disait, ah là là, taxer encore les entreprises, elles vont fuir. Mais comment ça se fait qu'on a une gymnastique confortable, positive, à taxer les gens? Ça, je ne comprends pas. Et donc, effectivement, PTB, on est contre le péage urbain, on est contre la taxe kilométrique. Christophe de Bequelaar, par rapport à ça, puisque vous le défendez et que vous l'appelez même positif, ce péage. Non, mais vous avez mal. Donc, le péage, comme nous le proposons, c'est d'encourager les gens qui changent leur moyen de transport pour entrer dans Bruxelles, que ceux-ci aient droit à un crédit d'impôt, donc une diminution de taxe, pas une taxe, une diminution de taxe, pour les encourager à adopter ce comportement. Il faut préciser peut-être que, en tout cas, dans la proposition que nous formulons, on parle de revoir la fiscalité automobile et donc de supprimer des taxes qui sont aujourd'hui déjà existantes. Donc, en réalité, c'est une taxe sur l'utilisation et on supprime la taxe de mise en circulation. La taxe de circulation. Oui, rapidement, parce que M. De Wolf et Mme Potier n'ont pas encore parlé sur le sujet. Prenons les mauvais exemples. Londres, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ils ont mis la taxe, ils ont mis le péage urbain. On voit que la pression automobile n'a pas diminué. Sauf que qu'est-ce qu'on constate à Londres, c'est qu'en fait, ce sont les gros 4x4, ce sont tous ceux qui ont les moyens de payer et qui sont dans le centre. Juste pour réagir, la thèse du PTB, on la connaît, c'est raser gratis pour le citoyen et tuer l'économie en mettant toutes les taxes sur l'entreprise. Ça va jamais marcher, on sait très bien. On voit qu'à Aubagne, les patrons sont même contents, heureux, félicités de pouvoir contribuer. Alors justement, par rapport à ça, vous défendez ce modèle londonien, si j'ai bien lu Isabelle Potier, puisque vous dites l'option, elle est défendue, mais c'est dans la zone Pentagone ou centre-ville, et donc ce serait un péage urbain, mais uniquement si on entre dans le Pentagone ou le centre-ville. J'ai bien compris? Oui, tout à fait, parce que dans la mesure où nous pensons que le péage cordon, ça fait un peu épouvantail et c'est peut-être la meilleure manière de ne pas l'obtenir. Donc Ecolo propose un péage sur la zone qu'on appelle Pentagone Plus, donc le Brussels Central District, c'est-à-dire le Pentagone et les quartiers de bureaux qui sont immédiatement périphérie, donc quartier nord, quartier du Midi, quartier européen, jusqu'à Tours et Taxi. Pourquoi? Parce que ce sont les zones où il y a une forte concentration d'emplois très qualifiés de gens qui majoritairement n'habitent pas à Bruxelles et viennent en voiture et éventuellement même en voiture de société. Et donc eux peuvent payer un peu plus, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Ça ne grèvera pas trop leur budget. Et ce sont des quartiers très bien desservis, donc ce sont des gens qui ont une alternative. Alors, comme vous savez, le péage urbain, il a déjà été étudié par le Bureau d'études Stratec dans ses différentes formules, donc cordon, usage à l'intérieur d'une zone, taxe kilométrique pour laquelle effectivement il n'y a pas d'accord politique et donc voilà, c'est illusoire. Et donc les études de Stratec montrent qu'avec un péage de l'ordre de 3 € par jour, la région pourrait récupérer jusqu'à 300 millions d'euros par an. Sur l'ensemble, c'est 450. L'étude dit de 3 € à 12 €.
Oui, 3 mais euros minimum jusqu'à 12 euros. Avec 3 euros, on engrange déjà quand même jusqu'à 12 une euros, bonne recette. S'il vous plaît, ne parlez pas tous en même temps. Et donc, c'est une opportunité à la fois d'envoyer un signal aux usagers et de financer le développement des transports publics. Parce que donc, cette taxe devrait être affectée. Et donc on taxe d'abord, on engrange les sommes et puis on investit dans les pouvoirs publics. Affecté dans les directement transports publics. au développement des transports publics. Et le modèle, oui, c'est une tâche de congestion. La congestion est quand même indéniable. Alors Vincent de Wolf, taxation intelligente, péage urbain, votre cœur balance ou vous n'êtes pas convaincu ? Nous avons déposé, ça c'est pas des idées, hein, nous avons déposé, et je vous donne l'ordonnance si vous voulez, il y a 2 ans, une ordonnance à Bruxelles qu'on avait fortement étudiée dans notre groupe et qui entraînait la suppression de la taxe d'immatriculation et de la taxe de circulation. Okay, et on remplaçait cette taxe par une taxe éco-score, donc très écologique, c'est-à-dire que ceux qui polluent plus payent plus et ceux qui polluent moins payent beaucoup moins. Et on ne modifiait pas le total de la taxe, mais on induisait ainsi un comportement. Mais ça ne va pas diminuer le nombre de voitures. Attendez, laissez-moi m'exprimer. On ne peut pas tout dire et son contraire. Ça va pousser les gens qui veulent garder une voiture à avoir une voiture non polluante. Ça n'est pas rien. Et ça aurait dû être voté par le gouvernement. Point 1. Point 2, moi je suis resté très docile ici, j'ai écouté tout le monde. Il y a un bazar très compliqué, on taxe, mais on vous félicite et c'est une prime. Moi, je distingue bien les primes et les taxes. Ce que je veux dire, c'est qu'on enlève les ouvrages d'art, on supprime les entrées dans Bruxelles, on crée des étranglements. On est d'accord. Mais pour autant qu'il y ait des alternatives crédibles en même temps. Je pense que ça a été dit à plusieurs reprises. Ah oui, mais non, mais alors, attendez, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui, il n'y a pas de métro, on n'en veut pas, hein, il n'y a pas suffisamment de parking de dissuasion, on le sait, mais en plus, on va mettre une taxe d'octroi. On va mettre une taxe d'octroi comme à l'époque médiévale, quand on veut rentrer, on paye. Allez, ça n'est pas sérieux. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des alternatives avant de mettre en place ces systèmes qui peuvent coûter de l'argent? Ça, c'est notre position. Aux usagers. Ça, c'est notre position. Christophe de Bequelard. Oui, je pense aussi. Vraiment, il faut travailler clairement sur les alternatives parce que sinon... Donc d'abord les alternatives avant la taxation, c'est ça. Il faut faire les deux. Il faut aller. Non, mais c'est vrai. Il faut aller un peu les deux en même temps. Mais mais non, mais c'est vrai. Il y a pas. C'est le serpent qui se mord la queue après. Mais je pense qu'en effet, ça n'a pas de sens de taxer pour changer le comportement s'il n'y a pas d'alternative crédible. Mais la responsabilité est à qui ? Voilà, je vais devoir vous arrêter puisque le temps qui est imparti à ce débat est passé. On n'a pas dit le mot vélo, donc je dis le mot vélo. Je crois que dans tous vos programmes, attendez, je vais résumer ça très rapidement. Dans tous vos programmes, il y a des investissements prévus pour le développement des pistes cyclables. Je renvoie à chacun des programmes, il y a des investissements divers, mais en tout cas, tous vous insistez sur la politique vélo et la mise en place de pistes cyclables à l'avenir. Merci en tout cas d'avoir assisté à ce débat. On se retrouve après le week-end, lundi, pour un débat consacré à l'enseignement. À bientôt.